Chers amis internautes, bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui du Boeing 377 dit Stratocruiser. Est-ce que vous connaissez cet avion? C'était l'avion le plus top en termes de luxe dans l'immédiat après la Seconde Guerre mondiale. Un avion super classieux. Le problème, c'est qu'il avait des problèmes de conception, comme on va voir, et ça va entraîner plusieurs désastres, dont un dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors notez que c'est pas que personnellement j'ai une passion pour les désastres, ça m'a été un peu reproché. C'est juste que quand on étudie les crashs, eh bien on comprend la conception des avions, ce qui fait défaut, et on comprend comment l'aviation a évolué. Et puis aussi parfois ça nous dit beaucoup de choses d'une époque. Ce fameux Boeing, le Boeing 377, il dérive au départ d'un avion militaire. C'est le B-29. C'était souvent le cas à l'époque, surtout à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On avait conçu des avions militaires performants, des bombardiers, prenez le B-17. Et à partir de ces avions militaires, on pouvait, en gardant la structure, avoir un avion de ligne, un avion commercial, dérivé de cet avion militaire. Donc par exemple le Boeing 307 Stratoliner, qui est pressurisé, n'est rien d'autre que l'ancien B-17 Flying Fortress que vous connaissez. On garde les ailes, on garde le train, on garde les supports moteurs et on fait un avion civil. Donc on prend le B-29, on garde la partie inférieure de l'avion, le lobe inférieur du fuselage, et à partir de cette structure, on crée le Boeing 377. Ça veut dire donc qu'on a un avion avec deux ponts. Dans le pont supérieur, on met la cabine principale et dans le pont inférieur, on va mettre un salon. Très cosy. Notre avion commercial, ce fameux Stratocruiser, vole pour la première fois, on est en juillet 1947. Il a 4 moteurs, c'est des Pratt & Whitney, des R43-60. C'est des grosses machineries, avec à chaque fois 4 rangées de 7 cylindres. Et notre avion, il pèse 67 tonnes et il peut voler à 295 nœuds, avec une autonomie, dans sa version la plus simple, de 3650 miles. Il se pilote avec un équipage de 5 personnes. Il faut un capitaine, un copilote, un navigateur, un mécanicien navigant, un opérateur radio, plus tout le PNC, les agents à bord. Donc c'est un gros avion, on a l'impression qu'il a de longs bons points. D'ailleurs, on lui donne un surnom, on l'appelle le Fat Cat, le gros chat. Moi, il me fait un petit peu penser à l'Albatros de Baudelaire. Voilà, au sol, c'est un avion un peu lourd. Par contre, en l'air, il a une vraie finesse, c'est un avion magnifique. Il emporte 55 à 100 passagers sur le pont supérieur, ce qui est beaucoup pour l'époque. Et puis, il y a un escalier en colimaçon très sympa qui conduit à un salon sur le pont inférieur. Voilà, on peut siroter un cocktail, on peut jouer aux cartes. Bref, c'est un bar de luxe qui, lui, peut accueillir 14 personnes supplémentaires. Donc c'est un avion luxueux, on peut y boire un verre, on peut aussi y dormir. Il est aménagé, possiblement, avec des couchettes. Précisément 28 couchettes, plus 5 sièges. Et alors, ce qui est très malin, c'est qu'en plus des couchettes, ils ont prévu des vestiaires, forcément pour pouvoir se changer avant d'aller dormir. Des vestiaires hommes et puis des vestiaires femmes. Alors qui va commander un tel avion luxueux? Évidemment, c'est la Pan Am d'abord qu'il demande. Je vous rappelle, la Pan Am, c'est la grande compagnie intercontinentale américaine de l'époque et elle commande 20 avions. Mais vous n'avez pas la seule. Il y a aussi Sila. Sila, c'est le précurseur de SAS, la compagnie scandinave. Il y a aussi BOAC, la compagnie britannique. Il y a aussi United. Bref, un avion grand luxe. Et c'est d'ailleurs cet avion qu'on utilise quand il s'agit de transporter Sa Majesté, les Altesses royales, la princesse Elisabeth qui était déjà là, le duc d'Édimbourg, les grandes personnalités qui existaient à l'époque. Alors tout ça est très luxueux, mais tout ça est très cher. Et c'est le problème de cet avion. D'une part, il est cher à exploiter, il est cher à acquérir, et d'autre part, il a des problèmes de conception qui étaient déjà là du temps où c'était un avion militaire, mais qui n'ont pas été résolus. Le Stratocruiser, avec ses moteurs radio, des gros moteurs à 28 cylindres, de temps en temps, il faisait des caprices. Et il fallait changer des pièces. Puis il y avait un autre souci avec les moteurs, c'est comment garder
la bonne température des moteurs. Forcément, les moteurs, ils chauffaient, il fallait les aérer, il y avait des clapets d'aération sur les moteurs. Le problème, c'est quand on ouvre les clapets pour faire rentrer de l'air, eh ben, ça posait un problème de défaut de portance. C'est un peu embêtant quand même. Alors l'équipage, il est peinard, hein. Il a un cockpit magnifique. Regardez ce cockpit, super beau. Hein, c'est vachement vaste, c'est vachement grand. Il y en a envie d'y être. Là, on se sent dans un super salon. Sauf que il n'est pas climatisé, hein. Alors vous voyez toutes ces baies, ces vitres. Forcément, quand l'avion il allait se promener sous l'équateur ou sous les tropiques, il faisait une chaleur à crever dans le cockpit. Alors il y avait un problème de condensation aussi en milieu tempéré, la condensation qui se formait en haut du fuselage. Et, et c'est bête parce que du coup ça mouillait le cockpit et les sièges des pilotes se retrouvaient trempés durant la descente. Je vous disais, c'était un gros chat, un Fat Cat. Il était tranquille cet avion, hein. Il était assez tolérant aux fautes de pilotage. Un avion indulgent, facile à décoller, facile à faire atterrir, facile à faire voler. Quand tout allait bien, pas de vrais soucis avec cet avion. Le problème, c'est que quand on commençait à avoir des soucis, eh ben, il avait du mal à se rattraper. En vol asymétrique, cet avion, le gouvernail ne permettait pas de bien tenir l'avion. Et le vol asymétrique, ça pouvait arriver si on perdait un moteur. Donc si on perd un moteur, on n'a plus que 3 moteurs sur les 4 et il devient difficile à tenir. Puis il y avait un autre problème au niveau des hélices. Elles avaient tendance à tourner trop vite, à arriver dans une survitesse. Et ça, c'était aussi problématique. Mais enfin bon, vu côté passager, il n'y avait pas tous ces soucis. Ils étaient bien dans leur bar, ils étaient bien dans leur couchette, tranquilles, luxueux. En fait, pour les passagers qui étaient habitués aux grandes traversées transatlantiques en paquebot, cet avion, c'était jamais qu'un navire qui volait, un navire très luxueux, très tranquille, un avion où les passagers étaient choyés. Mais un jour, il y a eu un problème sur un vol affrété par la Pan Am, la grande compagnie américaine, un vol en Amérique du Sud. Alors, que s'est-il passé? Nous sommes le lundi 28 avril 1952 et un Stratocruiser de Pan Am décolle de Buenos Aires. Il est 18h25 pour la première étape d'un long vol international qui va conduire l'avion vers New York. Il se pose d'abord à Montevideo, pas de souci. Il atterrit ensuite à Rio de Janeiro, toujours pas de problème, il est 1h du matin. Et à 3h du matin, avec un poids de 1610 kg, c'est-à-dire en dessous du maximum autorisé, l'avion continue vers sa prochaine étape qui est Port d'Espagne. Le pilote a 37 ans, il a 8500 heures d'expérience. L'équipage est au complet et on a 41 passagers. Essentiellement des Américains, des Canadiens, des Anglais, des Français, des Allemands, des Roumains. Et il y a aussi 25 citoyens sud-américains. L'avion est au point d'arrêt et il demande autorisation, après son décollage, à tracer direct vers Port d'Espagne, c'est-à-dire voler en VFR dans des voies non contrôlées. Il estime qu'il va lui falloir 10h30 pour aller à Trinidad et il décolle donc à 3h06. Il fait un premier report à Belo Horizonte. Il est alors à 12 500 pieds et probablement on imagine que puisque c'est la nuit, les passagers dorment bien profondément dans leur couchette. Et que pendant ce temps, on prépare le petit déjeuner. L'avion continue, on vole toujours en VFR, mais de toute façon on ne rencontre pas grand monde dans la nuit à cet endroit-là. On est quand même au milieu de l'Amérique du Sud. Il est censé donner signe au petit matin à 7h45. Sauf que, il ne reporte pas. On l'a bien vu passer au-dessus des villages de Formose et de São Francisco. Il semblait alors voler normalement. Et on le voit passer au travers de Barreiras. Barreiras, c'est une petite ville avec 4000 habitants. On est à 655 nautiques au nord-ouest de Rio de Janeiro, mais on est au milieu de la jungle. Il y a des montagnes, c'est un endroit complètement coupé du monde. Fort heureusement, il y a aussi des bancs de sable, et on se dit, il y a possibilité peut-être de faire un atterrissage d'urgence en cas de problème sur ces bancs de sable. Bien. Alors, puisqu'il ne reporte pas cet avion, on part à sa recherche.
Et on est donc le mardi 29 avril. Et on cherche autour de Barreiras, entre Barreiras et Carolina pour être précis. Sauf que, comme je vous dis, c'est un endroit avec beaucoup de jungle. Elle est très dense, la jungle. Et donc, on a du mal à bien avancer. En plus, il y a encore à l'époque des Indiens indigènes, pas les plus sympathiques qui soient. Alors, il fait pas beau, on n'y voit pas bien, il y a des avions qui vont parcourir la zone à la recherche d'éventuels feux de signalisation qu'auraient laissé les passagers. Et puis, on finit par le trouver, l'avion. Il est renversé au sol, il est coupé en deux, il est carbonisé et il est sur les flancs d'une colline à 1500 pieds. Alors on le trouve, mais on ne peut pas se poser à cet endroit-là, juste on l'a repéré. Il faut donc envoyer des secours. Le problème, c'est que là, on est à 282 nautiques, plus de 400 km, au nord-ouest de son dernier report, qui était Barreiras. Alors comment aller là-bas? Un avion va avec une équipe de sauvetage parachutiste, peut-être qu'on peut descendre en parachute, composé de 7 parachutistes, dont un médecin. Mais comme ils tournaient au-dessus de l'épave et qu'ils n'ont vu aucun survivant, ils se sont dit c'est pas la peine de sauter et ils sont repartis. Il faut dire qu'un peu s'ils avaient sauté, là c'est eux qui se retrouvés au milieu de la jungle et ils auraient eu un peu de mal à repartir de là. On prend des photos aériennes puisqu'on ne veut pas se poser. Ça confirme la position du crash et on voit que l'épave de l'avion, l'épave du Stratocruiser, est dispersée dans la jungle sur une superficie d'environ 1,5 km². Alors on se dit que dans ces conditions, de toute façon, personne n'a pu survivre, donc c'est plus la peine de se presser pour envoyer des parachutistes et retrouver l'épave. En plus, c'est dangereux. Mais on cherche quand même à comprendre les causes de la catastrophe. Donc il y a une équipe d'enquêteurs composée de 27 hommes qui réussissent à être déposés à 56 km au sud du site de l'épave et eh bien, ils doivent avancer lentement vers la carcasse de l'avion. Vous imaginez 56 km à faire dans la jungle. Et puis il n'y a pas que la jungle, il y a des falaises. Bref, c'est un super trekking. Et finalement, il y a 20 membres de l'équipe qui finalement disent on ne va pas plus loin et ils rentrent. Et ils sont donc que 7 sur les 27 à atteindre finalement l'épave. On est le 16 mai, du temps a passé, on est 16 mai, donc 17 jours après l'accident. Bon, mais c'est bien d'être arrivé à l'épave, mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on y est? La jungle est inhospitalière, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas grand-chose à manger, leur santé se détériore. Bon, ça servait à rien en fait. Ils ont juste le temps de faire des croquis, de prendre des photos, mais ensuite il faut les évacuer par hélicoptère. Alors ensuite, il y a une autre expédition qui est financée par des fonds privés. C'est un riche politicien de Sao Paulo qui envoie une expédition composée de 3 équipes de parachutistes pour éventuellement sauver des hommes. Finalement, les Américains font une deuxième expédition qui atteint le lieu du crash le 15 août. Il s'est passé quand même pas mal de temps. Et là, ils organisent un camp de base et ils peuvent rester 4 semaines près de l'épave. Alors ça leur laisse le temps d'observer. L'épave, elle est coupée en 3 sections principales qu'on retrouve sur les collines adjacentes. Dans l'épave principale, dans la partie principale, on retrouve le fuselage complet, à l'exception de la queue, le train d'atterrissage, les moteurs, les hélices, mais on ne retrouve pas le moteur 2 et l'hélice numéro 2. L'avion est à l'envers et on comprend la manière dont il est tombé, la manière dont on trouve les débris, qu'il est descendu à la verticale. On retrouve plus loin, dans une deuxième partie, à 760 mètres au nord-ouest de là, l'empennage bâbord et une partie du fuselage. Mais on ne retrouve toujours pas le moteur 2 et l'hélice numéro 2. Et on les cherche et on ne les trouve pas. Les pièces qu'on récupère sont en très mauvais état, elles ont brûlé, elles ont fondu, et c'est très difficile dans ces conditions de mener une analyse. Alors j'aimerais pas être un enquêteur. On n'a pas beaucoup d'infos, évidemment il n'y a pas de boîte noire à l'époque, et avec ça il faut trouver les causes du crash. Alors la seule certitude qu'on a, c'est que le moteur numéro 2 et l'hélice numéro 2 sont introuvables, donc ils sont ailleurs.
Par conséquent, on en conclut qu'ils se sont détachés. Et ça pourrait être la cause du crash. Mais pourquoi se sont-ils détachés? On imagine bien qu'un avion comme ça qui perd un moteur et une hélice, si vraiment c'est détaché, ben, il est parti en tangage et sans doute ça a dû être la cause de la perte de navigabilité. Mais ça n'explique pas pourquoi le moteur est tombé. Est-ce qu'il y a eu une charge excessive appliquée au support moteur? Et si oui, pourquoi? Et puis, les autres fois où ce genre d'accident est arrivé, des avions similaires, on a retrouvé le moteur et l'hélice. Là, on ne les a pas. Alors, les journalistes, ils ont une hypothèse. C'est peut-être qu'il y a eu un sabotage. C'est peut-être qu'il y a eu une bombe. Pourquoi il y aurait eu une bombe dans cet avion? Ben, pour assassiner quelqu'un qui était à bord de l'avion. Et qui aurait-on voulu assassiner? Ben, à bord de l'avion, il y avait Georges de Godoy et sa femme. C'était un anticommuniste. Et une théorie, c'est que ben, les rouges, les communistes, ont peut-être voulu faire exploser l'avion pour y faire la peau. Bon, pourquoi pas? Après tout, on est en Amérique du Sud, on est quelques années avant les différentes révolutions cubaines. Pourquoi pas? Pourquoi on ne pourrait pas imaginer ça? Enfin, il y a rien qui l'étaye vraiment. Ceci dit, c'est l'explication qui arrangerait tout le monde, après tout. Ça évite de se poser des questions sur l'exploitation d'avions ou sur sa construction. Mais tout de même, faire exploser tout un avion juste pour tuer un passager, c'est un peu du jamais vu quand même. Ceci dit, il y a une autre théorie encore plus bancale, qui est que, en fait, à bord de l'avion, il y avait un passager qui transportait des bijoux, des devises, de l'argent en grande quantité, et que, eh bien, peut-être que c'est pour récupérer ces colliers et ces devises que quelqu'un a voulu faire cracher cet avion. Ça paraît complètement farfelu comme hypothèse. Sauf que la seule chose qui pourrait étayer cette idée, c'est qu'il y a eu cette fameuse expédition privée qui est partie très rapidement rechercher les débris de l'avion. Alors peut-être qu'il y avait une arrière-pensée de récupérer des bijoux. Bon, clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on n'a pas de boîte noire et qu'on n'a pas de débris exploitables, on peut imaginer absolument n'importe quoi. Et c'est très frustrant, mais on arrive à la fin de cette vidéo et on n'a pas la solution. Tout ce qu'a conclu le rapport d'enquête, c'est le moteur 2 et l'hélice numéro 2 se sont détachés et ça a entraîné la perte de l'avion. Pourquoi? On ne saura pas, c'est pas déterminé. Tant pis, à bientôt.